Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, le thème, ce sont les États-Unis avec notre quart d'heure américain et notre correspondant américain que nous retrouvons en visioconférence. Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce rendez-vous hebdomadaire. Nous parlons de l'actualité économique américaine chaque semaine avec vous dans Smart Bourse. L'actualité qui nous a marqué ou qui vous a marqué, c'est qu'on connaît officiellement le déficit budgétaire américain pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2023. Effectivement, l'exercice fiscal américain commence le 1er octobre, donc ça prend toujours quelques jours pour que le Trésor américain fasse ses comptes. Les chiffres sont tombés la semaine dernière, je vous les rappelle, ils sont assez édifiants. Les recettes fiscales aux États-Unis au cours de l'année fiscale 2023, puisque nous sommes maintenant en 2024, ces recettes fiscales ont chuté de 9%. Les dépenses, de leur côté, ont reculé de 2%. Le bilan de tout cela, c'est que le déficit budgétaire américain est passé de 1 400 milliards à 1 700 milliards. En termes de points du PIB, on est passé d'un peu plus de 5% à un peu plus de 6%. Mais rassurez-vous, tout va très bien. Tout va très bien. Ceux qui parlent de ce problème-là sont d'horribles républicains. Bidenomics, c'est formidable. Et si quelqu'un est responsable de cet effondrement des finances publiques américaines, alors que l'économie américaine est en croissance, alors que l'on va apprendre d'ici 2 jours qu'au 3e trimestre, la croissance a été de l'ordre de 3-4% en rythme annuel. Ceux qui soulignent ce point-là sont d'horribles méchants. Il n'y a qu'un seul responsable. Si vous écoutez la Maison-Blanche et si vous lisez le New York Times, je suis obligé de le dire, c'est Donald Trump, évidemment. C'est la faute de Donald Trump. Il est responsable de cette situation parce que c'est lui qui, dans la foulée de son élection, a fait passer en 2017 des réductions d'impôts, notamment des réductions d'impôts sur les entreprises, qui ont fait passer en moyenne de 35 à un peu plus de 20% le taux marginal d'imposition des entreprises. Et voilà, maintenant, on est coincé avec ça. Honi soit qui mal y pense, l'explosion des largesses fiscales avec la loi IRA, la multiplication des plans pour financer des dépenses d'infrastructures et lutter contre le Covid qui était terminé, tout ça n'a absolument rien à voir. Grégoire, surtout, n'allez pas imaginer que le Parti démocrate était au pouvoir aux États-Unis depuis janvier 2021, lorsque Joe Biden est arrivé. Joe Biden est arrivé en janvier 2021, les démocrates contrôlaient aussi le Sénat et la Chambre des représentants, mais la situation fiscale, c'est pas eux, c'est les autres. Partant de ces 6,3% de déficit sur PIB, fin d'exercice fiscal 2023, Pierre, que peut-il se passer pour le prochain exercice, alors qui commence dans un trouble politique qu'on connaît? On peut d'ailleurs en reparler avec vous, puisqu'on est toujours complètement bloqué en termes de fonctionnement, à moins que j'ai raté quelque chose dans l'heure qui se soit écoulée, mais toujours complètement bloqué en termes de fonctionnement au Congrès, à la Chambre des représentants américains. On est à un an, un peu plus maintenant, de la prochaine élection présidentielle. Le 6,3% de déficit sur PIB 2023, à quoi il ressemble au 1er octobre 2024, Pierre-Yves? Écoutez, si on finit par avoir la récession que l'on nous promet et qui va finir par arriver, et que cette récession intervient cet hiver, on va arriver à 7 facilement. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est pas simplement que le trou se creuse, mais c'est que les perspectives de voir ce trou se combler ne sont pas là. Je pense pas être un grand devin, mais j'imagine que d'ici quelques jours, les analystes vont nous expliquer qu'il faut absolument acheter les valeurs de la défense parce que nous sommes en situation de quasi-guerre. Je rappellerai que c'est la marine américaine dans la mer Rouge qui est obligée d'intervenir pendant plusieurs dizaines d'heures pour faire tomber des missiles de croisière qui sont lancés du Yémen en direction d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour les dépenses militaires? Elles vont forcément augmenter. Si l'inflation ne tombe pas, et l'inflation joue un rôle important dans la détérioration du déficit budgétaire américain, puisque la charge de la dette a explosé de 39%.
eh bien forcément les taux d'intérêt ne vont pas baisser autant qu'on pourrait le souhaiter. Si j'étais une agence de notation, je dirais que la perspective de changement de notation de la dette américaine n'est pas favorable. On a du souci à se faire, mais c'est très curieux. Vous vous souvenez vous êtes assez vieux tout de même pour vous souvenir d'Alan Greenspan. Oh. Alan Greenspan régulièrement faisait des sorties, bien qu'il était patron de la Fed et qu'il n'est absolument pas responsable de la politique fiscale ou budgétaire, il faisait des sorties pour évoquer le danger de l'explosion de la dette publique. Ne comptez pas aujourd'hui sur Jérôme Powell pour prononcer le moindre mot à ce sujet. L'omerta keynésienne est totale à Washington. Plus on dépense et mieux c'est. Les républicains jouent d'ailleurs un double jeu dans cette affaire en faisant croire de manière assez démagogique à leurs électeurs qu'il suffit, entre guillemets, de réduire le train de vie de l'État fédéral pour rétablir la finance publique. Ça n'est pas vrai. Il faut faire des réformes massives, des transferts sociaux, du programme de retraite, du programme de couverture des personnes âgées, du programme de santé, qui représente 60% des dépenses fédérales. Et ça, aucun des deux partis n'est prêt à le faire, ni les républicains, ni les démocrates. Où est-ce qu'on en est de la crise du speaker, Pierre-Yves ? On cherche. On en a recalé deux. On va peut-être en trouver un troisième. On parle de M. Emmer, un élu de la banlieue de Minneapolis-St. Paul, capitale... McCarthy, c'est ça. Il a été même soutenu par l'ancien speaker de la Chambre. Voilà. Je dirais, il y a deux critères importants qu'on peut facilement se mettre dans la tête pour expliquer ce qui va se passer. Le premier, c'est les républicains, dans leur conférence, c'est-à-dire la totalité des élus républicains de la Chambre, lorsqu'ils doivent voter à bulletin secret, sont beaucoup plus réticents à choisir comme speaker quelqu'un qui, au moment où Donald Trump contestait le résultat de l'élection, se serait engagé et aurait publiquement voté contre la certification des résultats. Les quelques candidats républicains qui se sont fait recaler au cours des derniers jours étaient dans ce camp-là. Et visiblement, lorsqu'on vote à bulletin secret et qu'on est républicain dans la conférence, on est vraiment très monté contre ce type de Trumpiste-là. L'autre point important pour déterminer ce que les républicains peuvent faire, c'est de voir si, dans leur circonscription, Joe Biden est arrivé en tête ou non. Les républicains qui savent que dans leur circonscription, il y a 2 ans et demi, ont vu les démocrates passer devant lui pour les élections fédérales présidentielles, sont extrêmement réticents à voter pour un républicain qui ne sera pas centriste. Et ce sont ces deux facteurs-là dont il faut tenir compte. Je persiste à dire, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure votre invité, que les chances d'un shutdown mi-novembre sont de plus en plus élevées. 17 novembre, c'est ça. Enfin, on a cette loi d'urgence de financement jusqu'au 17 novembre et dans l'intervalle, mieux vaudrait qu'on ait trouvé un speaker à la Chambre des représentants. C'est pas gagné, nous dites-vous. Un autre sujet dont on a beaucoup parlé à son démarrage, la grève historique emmenée par le syndicat du secteur automobile aux États-Unis dans les usines General Motors, Ford et Stellantis, ex-Fiat Chrysler. On entre dans la 6e semaine de conflit quand même, Pierre. Est-ce qu'on est au stade où une sortie de crise, un compromis est possible, envisageable, ou est-ce qu'on est pour l'instant bien installé dans la grève et la crise ? Il y a quelques experts très forts qui, depuis quelques jours, disent on est à un tournant plutôt favorable. Si on lit entre les lignes, des déclarations de M. Sean Fain, le patron du syndicat unique des ouvriers automobiles. En fait, derrière sa rhétorique toujours aussi violente, il est en train d'ouvrir la porte à un compromis. Et puis, il y a 1 heure, UAW vient d'annoncer que la grande usine Ram de Sterling Heights, dans la banlieue de Détroit, avec 6800 ouvriers, entre en grève. Voilà qui porte de 23 000 à 40 000 le nombre d'ouvriers du UAW qui sont en grève. Le conflit se durcit. UAW considère que les offres qui ont été faites par Stellantis sont encore pires que celles qui ont été faites par General Motors et par Ford, et qu'il faut donc punir, là où ça fait mal, Stellantis, parce que cette usine de pick-up truck et de SUV est une usine qui rapporte beaucoup d'argent
à RAM et à Stellantis. C'est la même stratégie qui avait été appliquée le 11 octobre, lorsque UAW a dit maintenant nous allons frapper Ford là où ça fait mal, et on va paralyser leur usine du Kentucky qui fabrique le pick-up truck 150, qui représente 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Ford, un énorme centre de profit pour Ford qui est frappé par la grève depuis le 11 octobre. Si le conflit se durcit à nouveau dans les prochains jours, probablement General Motors sera à nouveau frappé. Le dernier site de General Motors à ne pas avoir été frappé remonte à la fin du mois de septembre. Le conflit se durcit en dépit de concessions relativement importantes qui ont été faites par les trois constructeurs. Le syndicat exigeant pour cette convention collective de 4 ans et demi une augmentation de 40% sur 4 ans et demi. On leur propose en gros maintenant 23%. Ça n'est pas suffisant. Et pourquoi se contenterait-il de 23% ? Puisque Joe Biden lui-même est allé sur les tickets de grève, vous vous souvenez, le mois dernier pour dire « vous méritez 40%. » Le risque de diffusion de cette grève, au-delà du secteur automobile, au-delà du combat porté par UAW, Pierre-Yves, c'est un risque majeur pour d'autres secteurs d'activité aux États-Unis, où ça reste très automobile? Alors, on va avoir les résultats trimestriels qui vont tomber à partir de demain des constructeurs, General Motors et puis Ford. Stellantis il faudra attendre la fin du mois d'octobre. On estime à peu près à 100-150 millions de dollars l'argent que Ford et General Motors auront chacun perdu en septembre. En revanche, en octobre, les choses se compliquent beaucoup, surtout si, comme on vient de le voir, le conflit se durcit. On parle de 400-500 millions de dollars perdus en octobre. Ça fait très mal. La totalité de l'argent perdu en termes de voitures qui n'ont pas été vendues, de pertes de travail pour la maintenance et surtout pour les concessionnaires et toutes les industries autour, les fournisseurs des constructeurs américains sont saignés à blanc. 60% d'entre eux maintenant vont être acculés à des licenciements technique. Il faut se rendre compte d'une chose capitale, c'est qu'il y a 146 000 ouvriers syndiqués chez Ford, General Motors et Stellantis, mais il y en a plus de 900 000 chez les fournisseurs qui ne sont pas syndiqués et dont l'existence dépend des achats qui sont faits par les Big Three, par les trois grandes Détroits. Et là, les choses deviennent très compliquées après 6 semaines de conflit. Ce sont des gens qui fabriquent des joints, des pare-brises, des éléments de portière, des éléments de tableau de bord, qui n'ont pas la trésorerie pour résister au-delà de 5-6 semaines à une perte de marché aussi importante. Bon, on verra l'impact microéconomique de cette grève à travers les résultats du secteur et puis l'impact macroéconomique de cette grève qui pour l'instant reste en place et qui marquera notamment, alors peut-être plus le 4e trimestre que le 3e trimestre. On aura la première estimation du PIB américain pour le 3e trimestre cette semaine. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, notre correspondant américain pour ce quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 en direct le lundi et en replay bien sûr sur bismart.fr.